Jean-Pierre Mousset, bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu, on va parler du collectif de Treuil, mais finalement le mot collectif implique qu'il y a pas mal d'associations, membres, qui sont différentes, qui se complètent. Il y en a combien au total? Il y a 40 organisations, 38 associations, un syndicat agricole et un établissement public, le lycée agricole de Montradin. Et qui ont un siège commun dans la plaine du Forêt, sur une commune. Certaines associations, pas toutes. Oui, parce que le département est quand même assez loin, du nord au sud, avec un certain nombre de distances. Vous vous occupez de laquelle en particulier? Alors vous êtes responsable d'une AMAP, on a déjà expliqué ce qu'était une AMAP, on vous avait reçu aussi à ce titre. Et là, quelles sont les associations qui vous intéressent plus particulièrement sur un plan personnel, ce qui est parfaitement normal? Voilà, je crois qu'au Treuil, effectivement, il y a trois grandes catégories d'associations. Il y a les organisations agricoles, puisque c'est un des projets du Treuil, c'est de soutenir une agriculture de proximité, ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. Le deuxième aspect, c'est l'alimentation, au travers des AMAP, mais aussi d'autres organisations. Et les troisièmes aussi, organisations qui interviennent au Treuil, ce sont des organisations qui ont l'environnement dans leur projet. Alors en matière d'organisation paysanne, est-ce qu'on peut avoir un exemple précis d'une association qui est soutenue et qui fait quelque chose d'original? Par exemple, Solidarité Paysan, qui intervient justement, comme son nom l'indique, pour venir en aide à des paysannes ou paysans qui sont parfois en très très grande difficulté. Ça va être le métier de paysan, c'est l'un de ceux qui est le plus touché par le suicide en France. Donc il y a des situations extrêmement graves. Et Solidarité Paysan fait un accompagnement très chouette de personnes en difficulté, sans se poser la question de savoir à quel syndicat ils adhèrent ou autre. Ils interviennent pour accompagner et aider. Alors, certaines de ces organisations organisent des réunions publiques qui s'adressent à tous les citoyens. Et il y a une manifestation qui est importante. On a ici le dépliant qui s'appelle Partage, avec un accent. L'apostrophe, voilà. Un apostrophe, pardon. Ouais, donc on a lancé en 2023 pour la première fois le premier forum départemental et citoyen sur l'eau, donc Partage eau 42. Et donc là on vient de faire le troisième à Andrézieux-Boutéon. Donc l'idée c'est d'abord de considérer que l'eau est un bien commun, donc ça concerne tout le monde, ça concerne pas simplement quelques personnes, décideurs ou élus, mais ça concerne l'ensemble de la population. Et l'idée c'est de créer du dialogue. On pense qu'avant d'arriver à des guerres de l'eau, il y en a déjà en France, il y en a des gravissimes sur la planète. Avant d'en arriver là, dans la Loire, si on est assez intelligent, on doit l'être, on doit pouvoir lancer un dialogue apaisé pour réfléchir aux usages et prioriser les usages de l'eau quand il y en aura moins. On sait qu'en 2050, la Loire est en climat méditerranéen, c'est annoncé, c'est pas du rêve, il y a déjà des oliviers dans la vallée du Gier, on ne sait pas toujours, mais c'est un article récent, effectivement, sur la production d'huile d'olive. Il y aura à peu près autant d'eau, mais il y en aura beaucoup moins l'été, au printemps et l'été. Ça veut dire que ça va affecter nos vies, ça va affecter le jardinage, l'agriculture, les industries, les centrales nucléaires qui sont refroidies par l'eau. Donc si on ne réfléchit pas à ça, on risque d'être mal. Donc l'idée de Partageau, c'est de lancer un dialogue et de faire se rencontrer les acteurs. Bien que c'est un sujet majeur, je vais prendre un exemple en matière de sécheresse en Iran. Eh bien, ils imaginent même pouvoir déménager les habitants de la capitale, parce qu'il y a des mois et des mois de sécheresse. Et puis, si vous avez vu les infos télévisées récentes, il y a des inondations catastrophiques avec des dizaines de morts en Thaïlande et dans d'autres pays d'Afrique, en Indonésie aussi, je crois. Alors, au Vietnam récemment. Au Vietnam aussi récemment, avec des centaines de décès. Alors, l'édition du Forum Partage eau 2025 qui vient de se dérouler, est-ce qu'il y avait un thème particulier, et est-ce que c'est complémentaire aux deux thèmes qui avaient été évoqués, et est-ce qu'on progresse? Ce qu'on a voulu cette année, on a voulu en même temps avoir un grand témoin pour en dire deux mots, parce que c'est l'ancien président du département de l'Aude, qui est un des deux départements qui crèvent de soif en France. Il y a les Pyrénées-Orientales et l'Aude, donc on a fait venir André Viola, qui est un élu national, mais aussi un élu local. Et ensuite, on a travaillé tout au long de la journée à partir de 3 tables rondes sur les 3 sujets sur lesquels nous avons travaillé, les citoyens, pendant toute l'année. C'était la ressource en eau, finalement, d'où vient l'eau,
comment la stocker, tout l'aspect de l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture sur la planète est le plus gros utilisateur d'eau. Donc ça veut dire qu'on ne trouvera pas de solution sans parler correctement d'agriculture. Et le troisième point qui chatouille un peu nos élus locaux, c'est la gouvernance. On pense que la gouvernance de l'eau ne pourra pas faire abstraction de la place des citoyennes et des citoyens sur un tel sujet. Alors André Viola, il a Est-ce qu'il vous a présenté par exemple dans le département dont il avait été le patron des réalisations concrètes qui permettent au moins localement de protéger un petit peu de... Alors il nous a notamment parlé d'un syndicat qui réunit pratiquement la totalité des communes du département de l'Aude, avec l'idée qui est toute simple mais qui est vraie, c'est de dire une petite commune qui a 200-300 habitants n'a pas le budget suffisant pour faire d'énormes travaux si sa source vient à se tarir, si les pollutions, il nous a donné des exemples, fait que l'eau n'est plus utilisable. Donc ils ont créé un syndicat intercommunal avec le soutien du département pour mutualiser les problèmes de la ressource en eau. Et lui aussi nous disait, il faut que la Loire se prépare à ça. Dans les quelques années, vous aurez les mêmes conditions de vie que ce que nous on vit actuellement, donc il faut se préparer à ce genre de choses. Il nous donnait l'exemple d'une commune qui a une pollution agricole qui fait que son eau n'est plus utilisable, donc comment fait-on pour donner à boire aux habitants? Alors, vous nous avez donné l'exemple des oliviers dans la vallée du Gier. Est-ce qu'il va falloir changer, annuler, renoncer à certaines pratiques agricoles? Par exemple, cette année, j'ai entendu un reportage sur un agriculteur qui était, lui, enchanté parce qu'il était producteur de chicorée et ça n'a jamais aussi bien marché depuis quelques années. Alors, est-ce qu'il va falloir privilégier des secteurs et fermer la porte à d'autres? Alors les chambres d'agriculture et notamment celles du département voisin de l'Ain se préoccupent de ce genre de choses. Nous avions fait venir en 2023 Serge Zaka qui est un théoricien sur ces aspects-là. Il nous avait dit, quoi qu'il en soit, la Loire devra évoluer en agriculture, tout simplement parce que la chaleur fait qu'on ne pourra plus avoir les mêmes productions. Donc les filières, elles mettent à peu près 15-20 ans à se construire avec l'aide de l'État. Donc c'est pas au dernier moment qu'on se dit, tiens, je ne peux pas faire de maïs cette année, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Ça veut dire qu'il faut un soutien public et il faut anticiper parfois sur 10, 12, 15 ans pour mettre en place une filière. Serge Jacquin nous disait peut-être que dans quelques années, vous aurez de la pistache dans la Loire ou autre. Donc, une deuxième difficulté, il y a de moins en moins de petits producteurs. J'ai vu un reportage, maintenant quelqu'un disait qu'il avait un territoire, il n'avait plus aucun voisin parce qu'il avait acheté tous les hectares du secteur. Alors c'est en même temps une partie du problème parce que on sait dans les travaux que nous faisons sur l'eau, l'année dernière nous avions fait venir des spécialistes sur ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, l'absence d'eau provient aussi notablement du fait que les forêts disparaissent, les haies disparaissent, les zones humides disparaissent. On a des exemples. Comment ? On a des exemples de gens qui replantent des haies. Oui, mais par exemple en France on en finance 10 000 km chaque année mais on en arrache encore 23 000. Ah oui, donc il faut aussi se poser ce genre de questions. Et on sait que l'eau, la plus grosse partie des pluies qui viennent sur notre région ne viennent pas de l'océan, mais viennent de notre propre région, viennent de nos forêts. Donc plus on arrache, plus on dessèche le territoire. Donc ça veut dire qu'il y a une vision un peu globale, un peu systémique à prendre en compte sur les sujets de l'eau. Alors j'ai vu aussi un terme dans vos documents qui pose question. Qu'est-ce que vous appelez une gestion démocratique du territoire et puis de cette révolution climatique? C'est ce que j'ai dit au début, c'est que la place des citoyens nous paraît essentielle actuellement. Les décisions sur l'eau, alors c'est très compliqué, on est dans un millefeuille administratif, pas que français, mais ça part de l'Europe pour arriver sur l'eau locale. Mais en tout cas, en gros, on va dire qu'il y a 1% de la population en France qui se préoccupe de l'eau, en comptant les élus, les techniciens, les entreprises concernées. Mais les citoyens sont la plupart du temps absents de ces sujets. Et nous pensons que si on veut que les décisions difficiles qui vont être à prendre à un moment donné dans l'eau puissent être prises, elles devront se faire avec le consentement de la population. Et pour ça, il faut que la population réfléchisse, soit informée, se prépare à ça. Dans les solutions, et notamment je ne connais strictement rien sur ce type de sujet, vous avez parlé, et on sait que ça a été avec des oppositions, des manifestations, la question du stockage, est-ce qu'il faut construire des nappes
les agriculteurs qui souhaitent avoir de l'eau à proximité de leur champ? Alors déjà, on fait peut-être écho au Faweta de ce qu'on appelle parfois les méga-bassines. Les méga-bassines, il y a certaines régions, il y a de vraies guerres là-dessus. Il faut savoir qu'elles elles sont pas alimentées par la pluie ou par des ruisseaux, elles sont alimentées par des nappes phréatiques. Il faut savoir que dans la Loire, il n'y a pratiquement pas de nappes phréatiques. Donc déjà, il y a une solution qui n'est pas du tout valable applicable partout. Et en plus, dans la Loire, il y a déjà plusieurs centaines de ce qu'on appelle de retenues collinaires. Donc les retenues d'eau, ça fait des siècles que ça existe. On n'a jamais été contre. Simplement, les grosses méga-bassines sont des occasions parfois de piquer l'eau pour quelques-uns au détriment de la plus grande partie des utilisateurs. Mais Jean-Pierre, le temps passe vite avec vous, c'est bon signe. Est-ce que vous avez un site internet pour ceux qui souhaiteraient aller effectivement plus loin sur la variété et la grandeur des problèmes que nous avons évoqués rapidement? Alors, il y a un site qui est porté par le collectif de 8 associations qui s'appelle... Alors le site c'est tout simple, c'est partageau en un mot, letreuil.fr, pardon, partageau@letreuil.fr qui va donner l'ensemble des documents et notamment tout ce qui a été enregistré pour le forum. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Alors Jean-Pierre Mousset, bonjour, bienvenue au bar-restaurant le Phénix et pour Radio Gaga. On va parler d'un certain nombre d'associations, on va dire environnementalistes pour prendre un terme général, qui s'appellent les Amis du Treuil et il y a une raison géographique pour cette dénomination. Un lieu dans l'arrondissement de Montbrison. Oui, en fait, c'est à Chamboeuf, à côté de Saint-Galmier. Voilà. Et donc, c'est une ancienne ferme que nous avons achetée avec uniquement des fonds citoyens. Et le lieu-dit s'appelait le Treuil. Donc après, c'est devenu la ferme du Treuil. La ferme n'existe plus. Et du coup, on a décidé de garder le nom parce que ça nous paraissait très parlant. Donc, c'est le Treuil, le projet du Treuil, le tiers-lieu du Treuil. Voilà. Alors, les Amis du Treuil, c'est on va dire, une fédération ou une confédération, on va pas pinailler sur les détails, d'associations, un réseau, d'associations très diverses. Alors, on ne va pas vous demander de toutes les énumérer, mais peut-être les thématiques qui sont abordées. Est-ce que ça va, par exemple, des AMAP à des professionnels on va dire d'agriculture biologique ou de... Alors c'est d'abord parti de l'agriculture paysanne, donc plutôt les petites fermes du territoire, les petites fermes de la Loire qui nourrissent les populations de la Loire. Oui. Donc c'est d'abord parti d'une initiative avec 5 associations et organisations paysannes qui ont sollicité un certain nombre d'associations en 2017 pour créer ce projet. Et donc, très très rapidement, il y a effectivement le deuxième pilier. Finalement, ce sont des associations qui interviennent dans le domaine de l'alimentation. Vous avez parlé des AMAP, mais il y en a d'autres aussi. Donc, le premier pilier, c'est l'agriculture paysanne. Le deuxième, c'est l'alimentation. Et maintenant, on a presque 8 ou 9 associations plutôt de type environnementaliste, donc qui se préoccupent effectivement de la biodiversité et de l'environnement. Donc, ce sont les 3 grands axes de notre action. Beaucoup de ces associations organisent leurs propres rendez-vous et leurs propres animations aussi. Alors, d'une part, soit elles font un certain nombre d'événements tels qu'elles le souhaitent sur l'ensemble du département, puisque les Amis du Treuil, c'est une association départementale. Mais il y a aussi un certain nombre d'événements qui se passent au Treuil, c'est-à-dire à Chamboeuf, à côté de Saint-Galmier, puisque l'ancienne ferme est totalement rénovée depuis 2019 pour devenir ce qu'on appelle un tiers-lieu rural avec des salles de réunion, avec des bureaux, avec des moyens mutualisés de communication, de bureautique et autres. Donc ça devient un lieu où tout au long de l'année, il y a des dizaines et des dizaines d'événements, assemblées générales, réunions, formations. Est-ce que certaines associations conduisent des actions communes ? Soit avec la totalité des partenaires, soit avec quelques-uns plus spécialisés et branchés sur une thématique spécifique. Oui, tout à fait. C'est le rôle des Amis du Treuil et du tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est finalement un endroit où les gens vont se rencontrer. Alors peut-être qu'ils ne se connaissaient pas obligatoirement avant. Et il va y avoir ce qu'on appelle l'hybridation de projets par le fait des rencontres et le fait d'arriver avec des idées qui peuvent tilter aussi dans la tête de responsables d'autres associations. Donc pour prendre quelques
quelques exemples concrets. On a commencé en 2020, mais on a eu le confinement, ça nous a mis un peu un coup, mais on avait commencé à faire tout un travail sur l'arboriculture, parce que dans la Loire, il y a un vrai problème d'arboriculture. Et puis, à partir de 2022, donc on a pu progressivement créer un poste de salarié. Et ça, il y a eu aussi de nouvelles associations qui sont arrivées. Actuellement, on représente pratiquement une quarantaine d'organisations et 170 particuliers. Et on a effectivement lancé plusieurs projets. Donc depuis 2021-2022, on travaille beaucoup avec les collectivités locales sur ce qu'on appelle les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui visent finalement à mettre en relation le monde de l'agriculture et le monde de l'alimentation, autour aussi d'un système alimentaire. Donc on fait un très gros travail là-dessus. On a aussi lancé en 2022 l'idée de travailler sur l'eau. Alors c'est pas la bonne année après ce qui vient de nous arriver dans le on va en parler, oui, bien sûr. Mais on sait que dans les 30 années qui viennent, il va y avoir de moins en moins d'eau dans le département de la Loire. Et le fait de réfléchir au partage équitable de l'eau et au respect de l'eau, à la préservation de la qualité et de la quantité de l'eau, pour nous c'est important. On avait pu organiser en 2023 un premier forum départemental qui avait réuni plus de 180 personnes. On va en parler plus en détail. Et en 2024, on a poursuivi à Saint-Galmier. Donc l'eau est un autre sujet. Et enfin, on a deux gros dossiers sur lesquels on s'investit depuis plusieurs années. L'un, c'est l'emploi agricole. Donc, on pense que le maintien des fermes, ça passe aussi par l'arrivée de nouveaux actifs agricoles, parce que les paysans, il y en a de moins en moins, ils partent à la retraite, il y a de moins en moins de fermes. Donc il faut que les futurs paysans, ils viennent d'ailleurs du monde paysan. Et donc l'emploi agricole, c'est une réflexion qu'on mène, en lien d'ailleurs avec la métropole de Saint-Étienne, et également avec la Fondation de France, qui depuis 2024 a décidé de nous soutenir dans un certain nombre d'actions. Alors vous parlez d'agriculture, je reviens un petit peu en arrière sur un de vos propos, vous avez parlé d'un problème d'arboriculture. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails là-dessus ? Spécifique à la Loire. Spécifique à la Loire. Alors de quoi s'agit-il ? On sait, pour prendre un exemple très concret, on sait qu'une bonne partie de la production des pommes dans le département de la Loire, ça vient du plateau vers Pélussin. Oui. Et depuis des années... Pélussin d'ailleurs qui a une fête annuelle de la pomme. Tout à fait, à Pélussin, la fête de la pomme. Mais surtout, ce que l'on constate, c'est que progressivement, il y a une déprise agricole, c'est-à-dire des exploitations qui sont laissées à l'abandon, qui ne sont pas reprises, alors même que dans la Loire, on manque cruellement de fruits et de légumes. D'ailleurs, on est à 15-20% maximum des besoins en fruits et légumes du département. Et donc, l'arboriculture, il y a un problème spécifique parce que d'une part, ça a été extrêmement industrialisé dans les années 70-80, donc avec des arbres d'une seule variété, un petit peu les monoproduits. Et c'est pas évident que de nouveaux arrivants qui voudraient racheter une exploitation se rentrent dans le pas finalement de ce qui avait été fait avant. Et l'arboriculture, quand on plante les arbres, on commence à avoir de l'argent 8 ans après. Donc si on plante des salades en mars, on peut les vendre l'été, mais si on plante des arbres fruitiers, on va commencer à en vivre dans plusieurs années. Donc c'est un vrai gros problème, l'arboriculture, et pourtant on en manque. Donc il y a une image de marque déplorable parce que on le sait bien, quand on voit des productions de pommes et d'autres fruits, parfois on voit les tracteurs avec les cosmonautes, des produits chimiques qui sont balancés. Ça fait pas toujours rêver. Donc l'arboriculture, il y a des vrais problèmes. Et on a maintenant ce travail qu'on avait initié, qui a duré quand même 2 ans. Il a été relayé, on en fait partie, avec un dispositif du Massif central, le campus agricole de Moravel, la métropole, différents acteurs. Donc il y a vraiment un travail. Oui, c'est un lycée horticole. C'est ça, exactement, à Villars, à côté du centre commercial de Saint-Étienne. Et donc voilà, c'est l'exemple même d'actions qu'on mène qui permettent d'avancer sur des sujets. Alors un autre exemple important qui a été pas mal médiatisé et qui continue, d'ailleurs il y aura même des retombées sur la ville de Saint-Chamond, c'est ce que vous avez appelé partage eau, avec un apostrophe. Et l'importance de cette politique de l'eau, même si cette année 2024 qui s'est achevée a eu 2 caractéristiques, elle n'a jamais été aussi chaude sur le plan planétaire. Et en ce qui concerne la France, elle n'a jamais eu autant d'eau. Et notamment, on sait quelque chose dans le département de la Loire, et particulièrement dans la vallée du Chier, et dans le Pilat que vous avez aussi cité, avec les crues torrentielles des 17 et 18 octobre. Et je pense que vous avez vu l'actualité récente, on a même nommé un préfet à la reconstruction qui interviendra sur le département de la Loire, sur probablement plus spécifiquement sur Rive de Gier, qui a été
Très atteinte. Alors, Partageau, qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? En quoi ça consiste? Et on donnera peut-être des dates à Saint-Chamond. J'ai reçu des communiqués de presse pour 2 rendez-vous, il me semble, prochains. Et puis d'autres qui sont en prévision. Et alors, en 2 mots, c'est parti d'un paysan de la vallée de la Plaine, d'ailleurs, de la Plaine de la Loire, qui nous disait en 2022, avant l'été qu'on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'été 2022 a été une catastrophe, ça a été une sécheresse épouvantable en France et ailleurs. Et en janvier-février, il nous disait, il va peut-être falloir réfléchir à l'eau, parce que dans les prochaines années, dizaines d'années, ça va peut-être pas être tout simple. Donc, en gros, l'idée de ce collègue paysan, c'était de dire, est-ce que le Treuil ne pourrait pas aider, accompagner une réflexion partagée autour du partage équitable de l'eau et de l'accès à l'eau. Et finalement, on a dit banco et on a bâti en 2023 tout un travail qui avait débouché effectivement sur un premier forum le 15 juin, qui avait permis de rencontrer 17 professionnels différents. Ça allait des syndicats agricoles aux pompiers, ça allait du président des étangs. Et puis des spécialistes aussi qui sont intervenus. On avait des spécialistes qui sont intervenus pendant une journée, donc ça a été une très très grande réussite et on l'a poursuivi en 2024 et cette fois on a créé un collectif avec 10 associations départementales de tout le département. Il y en a dans le Roannais, il y en a dans le Pilat, avec notre ami Jean Gilbert, l'ancien maire de Marle, qui est président du CPIE de Marle, Centre permanent des initiatives pour l'environnement. Il y en a d'autres, donc une dizaine d'associations nous ont rejoints pour créer un collectif qui porte tout ce travail sur l'eau. Il n'y a pas que des agriculteurs. Quand on habite un milieu urbain, on est évidemment aussi, certes différemment, mais concernés. Il y a par exemple France Nature Environnement, il y a Eau et Services Publics, il y a le GDAFAL qui est une association départementale qui est reconnue dans le domaine de l'environnement. Cité France Nature Environnement, je vous coupe parce qu'effectivement, il lance un appel aux dons pour pouvoir effectuer un certain nombre de travaux suite aux dégradations dues à la crue torrentielle de mi-octobre. Je vous ai coupé, Jean-Pierre. Donc les 10 associations se sont réunies depuis septembre 2023 et on a produit un très très gros travail. Mais surtout, ce qui a été nouveau en 2024, c'est le fait qu'on a mis en place ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, des ateliers d'intelligence collective ouverts au grand public en disant il n'y a pas besoin d'être spécialiste de l'eau. L'eau, si on n'a pas d'oxygène, on meurt dans les 3 minutes. Si on n'a pas d'eau, on meurt dans les 3 jours. Et si on n'a pas de nourriture, on meurt dans les 30-40 jours. Donc l'eau est totalement vital pour tout humain sur cette planète, mais aussi pour la nature. Et c'est très très important, effectivement. Il y a des cahiers d'intelligence. Vous avez un exemple de suggestions auxquelles on ne pense pas là spontanément? Alors, par exemple, dans les réflexions qu'on a eues dans les ateliers d'intelligence collective, c'est très concret. C'est par exemple qu'on pense souvent à l'eau qu'on consomme. Donc, je prends l'eau du robinet, je bois, je prends ma douche, je tire la chasse d'eau et ainsi de suite. Ça, c'est l'eau vraiment qu'on maîtrise, que l'on boit. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est ce que l'on appelle l'empreinte eau. C'est-à-dire que quand on achète 1 litre de lait, ça va consommer 30 à 60 litres d'eau. Quand on va acheter un smartphone, c'est 10 à 12 000 litres d'eau qui vont être utilisés quand on achète une voiture. Donc, tout acte de consommation engage dans les process industriels des consommations faramineuses. Et donc, ça a été aussi pour nous une découverte. Et la deuxième découverte, c'est qu'on a fait venir un hydrologue, Samuel Bonvoisin, qui nous a parlé de l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire la capacité finalement de se dire soit on constate qu'il y a de moins en moins d'eau et on en consommera moins, ou alors on se dit tiens, est-ce qu'on peut pas finalement rétablir des réseaux de l'eau qui pourraient permettre d'améliorer la donne. Et là, les apports qui ont été faits autour de l'hydrologie régénérative, avec l'idée d'un sol éponge, c'est-à-dire de faire que de nouveau les sols deviennent des éponges qui captent l'eau, ça fait partie des pistes qui ont été très travaillées cette année. Alors Jean-Pierre, on va terminer en donnant le site de la fédération Alors les amis du Treuil, c'est www.letreuil.fr. Donc on trouvera un certain nombre d'éléments. Et pour Partageau, on a une chaîne YouTube, Partageau 42. Donc et on doit mettre prochainement tous les enregistrements du forum du 16 novembre. Donc ils ne sont pas encore en ligne aujourd'hui, mais d'ici moins de 15 jours, ils seront en ligne, ce qui permettra de prendre connaissance. Il faut qu'on puisse le dire sur notre blog, Gilles et moi. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Alors, Jean-Pierre Mousset, bonjour, bienvenue ici au Phénix pour parler
d'une manifestation qui s'appelle Partage Eau, mais ça s'écrit avec un apostrophe et EAU. Vous êtes aussi responsable d'une AMAP sur la ville de Saint-Chamond. Peut-être un mot en introduction, mais il va y avoir bientôt une manifestation. J'ai reçu un communiqué de presse au niveau de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être quelques mots sur les lieux, pour pas tous les énumérer évidemment. Mais en quoi ça va consister Alors chaque année on fait ce qu'on appelle une AMAP aussi, tout le monde ne le sait peut-être pas. Alors une AMAP, pour faire très bref, c'est la rencontre de paysannes et de paysans et puis de familles qui peuvent acheter en direct de la nourriture. Et donc il y a 2 AMAP à Saint-Chamond, l'AMAP de Fonsala et l'AMAP du Creux, à laquelle j'appartiens. Et donc on a chaque année, depuis plusieurs années, on fait France entière maintenant ce qu'on appelle AMAP en fête, pour faire connaître aux habitants ce que c'est que justement les AMAP, et de pouvoir éventuellement rejoindre. Et à Saint-Chamond, c'est le 8 octobre pour Fonsala et le 10 octobre pour le Creux. Nous faisons une porte ouverte avec différentes animations. Donc, c'est une occasion de faire connaître le concept. Alors, vous faites partie d'un collectif qui regroupe des associations, on va dire, environnementalistes, qui sont basées dans une commune du Forêt. Comment s'appelle-t-elle et quel est le nom de ce que vous appelez le tiers-lieu et qui abrite-t-il? Alors oui, c'est une association qui s'appelle les Amis du Treuil. On est donc situé à Chamboff, juste à côté de Saint-Galmier. En fait, c'est un projet qui est d'ailleurs parti plutôt du monde agricole, puisqu'il y a plusieurs associations et syndicats agricoles qui avaient lancé l'idée de se regrouper. Donc il y a effectivement des organisations agricoles, des organisations environnementalistes et des tas d'associations qui se préoccupent d'alimentation, dont les AMAP. Et donc cette réunion a permis de lancer un projet justement autour de l'agriculture paysanne, l'agriculture locale, des petites fermes du territoire, avec une alimentation responsable et la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Donc on a acheté en 2018-2019 une ancienne ferme qui n'a plus d'activité agricole, uniquement avec de l'argent citoyen, donc des dons, des prêts citoyens, et donc on a levé plus de 130 000 € pour acheter l'ancienne ferme et la transformer en tiers-lieu rural pour justement permettre de... Vous organisez des réunions, des conférences Ah, tout à fait. D'abord, il y a une salle collective. Il y a plusieurs salles. Donc, en fait, il y a d'abord le siège de plusieurs associations avec leurs propres salariés. Il y a aussi les Amis du Treuil qui ont maintenant une équipe salariée. Et on transforme, on a 600 mètres carrés. Il y a des salles de réunion, des bureaux, salles de conférences, de visioconférences. Donc, c'est très, très large. Et on accueille chaque année plus de 1000 à 1500 personnes qui viennent. Alors, il peut y avoir des tables rondes, des formations, des ateliers de sensibilisation. C'est très, très varié, effectivement. Alors, parmi les structures qui sont reçues dans cette fédération, il y en a une qui s'appelle Partage Eau. Pouvez-vous nous présenter aussi? Elle aussi, c'est une association d'associations. C'est pas vraiment une association, c'est un collectif, pour être précis. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2022, c'était avant l'été 2022, où, si vous vous rappelez, il y a eu une sécheresse épouvantable. On avait un paysan de Verboin qui nous dit il va falloir quand même se préoccuper de l'eau, ça va devenir un problème. Et vu l'été qui a suivi, on s'est dit il a tout à fait raison. Donc on a décidé de lancer une réflexion sur le partage équitable de l'eau, en considérant que l'eau est un bien commun d'abord. Et le fait qu'il fallait, avant qu'il y ait des crises, qu'il y ait une guerre de l'eau, qu'il fallait favoriser le débat, l'échange de manière... crises qui peuvent être inverses. On a vu des inondations même dans des pays d'Afrique avec les conséquences mortelles. Voilà, c'est le dérèglement climatique. Plus récemment en Asie, au Vietnam, y compris en France aussi. Y compris en France, plus récemment, effectivement. Donc on a lancé un projet qui s'appelait en 2023, qui s'appelle Partage Eau 42, parce que ça concerne toute la Loire. Et comme ça, on a vraiment eu un grand succès l'année dernière. On a décidé de créer un collectif qui réunit 10 associations, associations membres du Treuil ou pas membres du Treuil. Je pense à Vivre Bio en Roannais, à France Nature Environnement, le CPIE de Marle avec Jean Gilbert qui est le président, l'ancien maire de Marle qui est le président de cette association et d'autres. Et donc on porte ce collectif porte le projet Partage Eau qui va faire le 16 novembre prochain. On en parlera on va un petit peu en reparler. Mais l'idée de base, c'est vraiment que les citoyennes et les citoyens doivent avoir la parole. Et donc, on a créé en janvier
dernier des ateliers d'intelligence collective pour permettre à des dizaines et des dizaines Alors, quels sont les thèmes, d'habitants, justement, qu'ont abordé ces ateliers? C'était aussi bien les ressources, d'où vient l'eau, des solutions aussi, les utilisations. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que si on connaissait les solutions, on les aurait déjà toutes utilisées. Donc, l'idée, c'est quand même de réfléchir aux problématiques autour de l'eau et de voir collectivement comment est-ce qu'on peut appréhender ce sujet de l'eau. Mais effectivement, en synthèse, on souhaite quand même pouvoir être force de proposition sur des solutions. Alors, quelle est les relations que vous avez avec le monde agricole? Ils sont demandeurs, vous nous avez donné un exemple. Est-ce qu'on progresse finalement c'est un sujet dans la consommation d'eau? C'est un sujet qui est pas simple. Donc le monde agricole souhaite avoir de plus en plus d'eau, alors qu'il y en a de moins en moins de disponibles. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir la nécessité d'arbitrer quelles sont les priorités. Donc l'année dernière, quand on a fait un forum, on a fait intervenir 17 utilisateurs de l'eau, dont des syndicats agricoles, donc la Confédération paysanne qui est membre du Treuil, mais aussi la FNSEA, la Chambre d'agriculture. On a voulu avoir un vrai échange avec toutes les tendances finalement de l'agriculture. Autant dire qu'il y a des avis très très différents, on va pas se cacher là-dessus, mais en tout état de cause, on ne pourra pas continuer dans l'agriculture à utiliser massivement l'eau telle qu'on le fait actuellement, parce qu'il y en aura moins tout simplement. Il y a aussi des industries, il y a des gens qui boivent, les milieux naturels ont besoin d'eau, donc à un moment donné, il faudra partager. Et en milieu urbain, il y a aussi des espaces verts, des travaux à faire, des avancées tout à fait, absolument, à manifester. Alors on va revenir sur le temps fort qui aura lieu le 16 novembre, à l'hippodrome de Saint-Galmier, c'est ça? C'est ça, la salle Vincennes à l'hippodrome de Saint-Galmier. Alors, présentez-nous un petit peu le programme. Le sous-titre, c'est « Le partage de l'eau dans un dialogue apaisé ». Vous avez dit, effectivement, il y a des divergences, il y a des gens qui peuvent être assez hostiles, d'autres qui sont obligés de changer. J'ai vu un reportage pas plus tard qu'avant-hier sur le chanvre. Il paraît que ça nécessite très peu d'eau et que c'est en plein développement, même avec... on servait des gâteaux avec du chanvre dans les cantines scolaires. Voilà. Alors... Donnez-nous un petit peu une idée du programme et comment ça va se passer. Il est en train de se finaliser, mais très en gros, on vise d'abord le public. C'est vraiment tous les habitants, mais aussi les décideurs publics, les élus, les techniciens des collectivités locales. Donc c'est vraiment très très large, les médias évidemment. Mais le contenu, on a souhaité avoir des experts. Donc on va d'abord faire intervenir ce qu'on a appelé des grands experts. L'un qui est Noël Garcia, qui est le vice-président en charge de l'eau dans les Pyrénées-Orientales. Donc si vous le savez, les Pyrénées-Orientales, c'est le département de France qui est en train de crever de soif depuis 2 ans. Donc on s'est dit que c'était pas inintéressant que le premier vice-président en charge de l'eau vienne dire aux habitants de ligériens et aux élus, si on fait rien, voilà ce qui risque de se passer chez nous. On fait aussi venir un conférencier national qui s'appelle Samuel Bonvoisin. C'est un voisin aussi dans ce sens qui vient de la Drôme, mais il est sur un sujet extrêmement intéressant qui est l'hydrologie régénérative. Donc l'idée, c'est de dire, il y a de moins en moins d'eau, mais il y a peut-être des solutions pour la sauvegarder et et relancer les cycles de l'eau. Donc on pensait que dans les idées de solutions, il était intéressant d'entendre ce genre de témoignages. Il va y avoir des interventions de l'agence de l'eau qui nous soutient, la métropole de Saint-Étienne, et on va faire état aussi de tous les travaux des ateliers citoyens qui ont eu lieu depuis le mois de janvier. Citoyens, ils existent, sont déjà... C'est ça, on a lancé depuis fin janvier. Départemental. Exactement, on a déjà eu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont participé à différents ateliers sur des thèmes qui permettaient justement d'approcher tout ce qui est l'utilisation de l'eau, les ressources de l'eau, ce que l'on vise finalement comme utilisation, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire. Donc voilà, on va faire un état des lieux. Les travaux continueront après le 16 novembre, donc on va faire un état déjà des réflexions des citoyennes et des citoyens le 16 novembre. Mais c'est précédé de tas d'événements et ça va être suivi de tas d'événements qui permettent d'informer, de monter en compétences. Alors vous avez cité des organisations agricoles qui viennent y assister, qui participent, même s'il y a des divergences sur le fond. Est-ce que les élus, les collectivités sont aussi intéressés? On a vu que vous invitiez un élu d'un autre département, mais est-ce que dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement dans le département de la Loire,
il y a des élus, des collectivités qui sont sensibilisés à cette question. Tout à fait. On va donner 2-3 exemples. D'abord, il y a la communauté de communes des Monts du Lyonnais que nous rencontrons très bientôt. On les avait contactés, ils souhaitent nous rencontrer. Et on travaille beaucoup avec la ville de Saint-Chamond. On a des projets en commun, y compris des actions en octobre et en mars prochain. Donc, on a aussi des contacts avec la métropole de Saint-Étienne qui nous soutient, y compris techniquement et financièrement. Et on a contacté toutes les Comcom du département de la Loire pour leur parler de ça, pour effectivement réussir à les associer à cette réflexion. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, est-ce qu'il y a un site internet ou... Il y a un site internet, donc www.letreuil.fr. Il y a une page Partageau, ça se tient tout. Voilà. Et il y a dessus une page, sur la page d'accueil, il y a un Partageau qui permet de prendre connaissance de toutes les informations et les projets. Jean-Pierre Mousset, merci beaucoup de vous être déplacé ici pour les entretiens du Phénix.